Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, on va parler d'analyse graphique. On va parler de comment analyser un graphique. C'est surtout utilisé par les traders. Buffett disait qu'il n'utilisait jamais les graphiques. Ok, moi non plus. Mais il faut avouer que pour optimiser ses points d'entrée, pour comprendre la subtilité d'une tendance, il faut savoir lire un graphique. Et la plupart des graphiques en bourse sont faits en bougies japonaises, ce genre de truc vert et rouge que vous voyez tout le temps. Pour ceux qui ne s'y connaissent pas ou qui veulent comprendre un petit peu comment ça marche, parce que sur l'eau, vous voyez la tendance, oh ça monte, oh ça baisse, mais ça c'est beaucoup plus subtil que ça. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment lire un graphique, comment appréhender les tendances, et puis dans d'autres vidéos, je vous expliquerai plus en détail certaines choses comme les moyennes mobiles, tout ça. Moi, je les utilise pas beaucoup. C'est surtout l'analyse fondamentale, les informations et la valorisation pure. Euh, tout ce qui est analyse graphique, ça m'aide pour rentrer. Par exemple, quand SML casse un support, je sais que je devrais plutôt attendre le prochain support. Tout ça, je vais l'expliquer. Les termes techniques, support, tout ça, je vais l'expliquer. Et bien évidemment, tout ça, ça vient d'erreurs du passé que j'ai fait. Je respectais pas les supports, tout ça, et j'achetais à n'importe quel prix, ça n'en finissait pas de baisser. Bon, des erreurs. On commence. Les bougies japonaises. Donc, vous voyez tout le temps les bougies vertes, les bougies rouges. Ça, c'est en fait les Japonais qui ont inventé ce système très longtemps, avant même le 19e siècle, pour contrôler et surveiller les prix du riz. Donc, pour vous expliquer, euh, quand c'est vert, c'est que l'ouverture, c'est le bas de la bougie, et que la clôture, c'est le haut de la bougie. Ok. Les mèches, maintenant. Les mèches, c'est jusqu'où le cours de l'action est parti. Par exemple, supposons ça ouvre ici, disons 5 dollars. N'importe quelle action, on s'en fout. Dès que ça ouvre, ça baisse jusqu'à 4 dollars. Par contre, la journée n'est pas finie. Du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à 10 dollars. Et puis, avant de fermer, avant la clôture de la bourse, ça ferme à 9 dollars. Donc c'est ouvert à 5 et ça ferme à 9. C'est une bougie verte parce qu'il y a eu une hausse. Mais la bougie a eu une durée de vie pendant la séance et puis elle a baissé jusqu'au minimum possible, elle est montée jusqu'au maximum possible et puis elle a choisi son cours d'ouverture et de fermeture. Pour la bougie rouge, c'est la même chose, sauf que comme c'est rouge, c'est baissier, donc ça ouvre en haut, ça baisse en bas, et puis les mèches, la même chose, jusqu'où elle est partie en haut et en bas. Donc, supposons la bougie, elle ouvre ici, à 9, elle va baisser, baisser, baisser jusqu'à 4, puis il va monter, 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 monter jusqu'à 10. Mais le marché n'est pas serein, donc il rebaisse, il rebaisse, il rebaisse, il rebaisse, suite à une news par exemple, jusqu'à 5. Donc voilà. Bougie rouge, bougie verte, ça fonctionne comme ça. Vous pouvez mettre pause, refaire, revenir un petit peu en arrière et puis écouter ce que je dis. Maintenant, les bougies peuvent prendre des formes particulières. Notamment une bougie avec conviction est une bougie verte pleine. Une bougie verte pleine, par exemple, c'est une bougie, elle ouvre ici, elle peut baisser si on veut un peu, mais elle ferme au plus haut. Donc elle est pleine, genre il n'y a pas de mèche haute. Ça veut dire que le marché est convaincu et il n'a fait que monter et il a même été satisfait du meilleur cours, du plus haut, et ça a fermé dessus. C'est les meilleures bougies. La même chose que les bougies rouges, les pires, c'est les bougies où on ouvre et on ferme au minimum. Elle est pleine mais de l'autre côté. Donc on ouvre, on peut monter un petit peu, mais on ferme au minimum. C'est-à-dire on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, et on choisit de s'accorder sur le prix le plus bas de la séance pour fermer la séance. Et puis tu as d'autres bougies, vous avez d'autres bougies qui prônent un petit peu l'incertitude, comme les doji. Un doji, c'est une bougie qui ouvre et qui ferme plus ou moins sur le même cours. Donc là, par exemple, on ouvre à 5, on ferme à 9. Si on ouvre à 5 et on ferme à 5,25, il n'y aurait qu'un tout petit corps de bougie. Et il n'y aurait que des mèches. Ben, c'est exactement ça, le doji. Le doji, on appelle... Bien évidemment, c'est des noms un petit peu exotiques, mais ça a une racine japonaise. Et vous connaissez, les Japonais ont un langage plutôt poétique. Donc le porteur d'eau, c'est une bougie absolument neutre, dans le doute. On ouvre à 5, on ferme à 5, on monte autant qu'on baisse, ça ne veut absolument rien dire. Une libellule, c'est une bougie qui montre qu'on doute, mais que c'est très positif. C'est-à-dire, on ouvre à 5, on baisse jusqu'à 3 ou 2, mais on remonte à 5 pour fermer quand même. C'est-à-dire, on a exploré les mauvais prix, enfin les prix bas, et on s'est dit non, ça ne vaut pas les prix bas.
On revient à 5 et on verra plus tard. Les jambes longues, c'est à peu près comme la libellule, mais un tout petit peu moins positif. Donc on ouvre à 5, on baisse beaucoup, on monte un petit peu et on rebaisse au cours d'ouverture. La pire, et on l'appelle la pire tombale et elle mérite son nom, c'est celle-là. Donc une sorte de T à l'envers. On ouvre par exemple à 5, on monte disons jusqu'à 7, et puis pendant la séance on se dit non, 7 c'est pas le bon prix, c'est trop haut. On rebaisse à 5 et on s'accorde sur le fait que c'est 5. Toutes ces bougies-là ne sont pas des bougies bearish, comme on dit, des bougies baissières ou haussières. C'est des bougies neutres qui révèlent une incertitude. Sauf que cette incertitude, elle est teintée soit de satisfaction, soit de frustration. Le porteur d'eau, c'est neutre. La libellule et la jambe longue, c'est un petit peu satisfaisant. La pierre tombale, c'est très frustrant. Et bien évidemment, c'est pas parfait comme ça sur des vrais graphiques, c'est plutôt comme ça. Regardez, on ouvre et on ferme un tout petit peu plus haut ou plus bas. Jamais au même prix. Enfin, ça peut arriver, mais c'est super méga rare. Et puis, on a aussi quelques groupements de bougies qu'on appelle des configurations. Des configurations, par exemple, là, vous avez une ligne de séparation haussière ou un gap. C'est-à-dire, par exemple, vous regardez la bougie verte. La bougie verte, elle ferme le cours précédent, disons à 5. Elle va ouvrir, vu que c'est une bougie rouge, rappelez-vous, l'ouverture c'est le haut. Donc là, elle a fermé à 5 hier, au max, presque. Elle va ouvrir à 7. Elle va passer la séance à faire le yo-yo et elle va rebaisser jusqu'à 5 pour fermer. Donc c'est comme si on n'avait rien fait, mais le marché est quand même allé tenter des prix plus hauts. Il n'a pas été convaincu, il revient, mais c'est quand même un peu aussi. On a aussi l'avalement aussi, c'est-à-dire qu'on passe quelques séances à baisser, et puis la bougie verte qui vient pour signifier une hausse avale toutes les bougies précédentes rouges, c'est-à-dire on baisse, on baisse, on baisse, bah là on monte, mais on monte tellement qu'on avale tout ce qui a été précédent dans la baisse. Le marteau, bien évidemment, ça ressemble au doji libellule, sauf que là le corps est un petit peu plus rempli. On baisse, on baisse, on baisse, on baisse, et puis là on ouvre disons à 5, on baisse jusqu'à 4, et puis on remonte fort jusqu'à 5,5, 6, et on ferme. Bah ça en fait, une forme comme ça, juste après une forte baisse, ça révèle le doute, comme si on avait assez baissé et que maintenant on doute est-ce que c'est le bon moment pour acheter. Et puis vous avez les mêmes lignes de séparation baissière. Vous avez des avalements baissiers, donc on monte, on monte, on monte, et puis bim, on avale tout ça. Et puis vous avez l'étoile filante. L'étoile filante ou l'étoile du soir, on appelle ça. L'étoile du soir, c'est quand il y a un doji avec gap. Bon, je vous expliquerai ça, ou vous verrez plus tard un petit peu. Mais l'étoile filante, on ouvre en haut, donc à 5. Donc déjà, il y a un gap. Ok? On a fait des montées avant, on ouvre à 5, on baisse un petit peu, on monte un petit peu, on fait les hauts, mais on choisit de baisser sur le max de la bougie précédente. C'est mauvais signe. Parce que, comme si on s'était dit, on a assez fait de séances haussières pour le moment, là, on va respirer un petit peu. Bim, on rebaisse. Et puis, il faut vous dire aussi que le vocabulaire respiration, correction, c'est quelque chose de sain. Donc, on monte fort, on rebaisse, puis on remonte, on rebaisse. C'est comme ça que ça se passe, on respire. Donc voilà, là, c'est d'autres configurations. La pierre tombale, bim, ça montre une incertitude baissière. Ça baisse, effectivement. Puis on a un petit marteau. Donc ça symbolise là. Et puis après le marteau, on a une petite baisse. Puis on a un pendu. Le pendu, c'est le marteau après une forte hausse. Donc on monte, on va chercher très bas et on revient à fermer. Ça montre un petit essoufflement baissier. Puis on rebaisse. Et puis voilà, engouffrement baissier. Là, c'est l'avalement baissier. Puis voilà, avalement haussier, pardon. Là, avalement baissier. Et puis là, une percée. Petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes qui se répètent. Et c'est qu'une série de configurations. Et puis petit à petit, vous allez commencer à les reconnaître. Maintenant, on va parler d'un autre truc. Un autre truc plus généralement parlant sur les graphiques, c'est les résistances et les supports. Donc, avant de parler de ça, il faut savoir que le marché, c'est-à-dire quand on parle de prix, quand on parle de valeur, c'est l'analyse fondamentale. Quand on parle de
prix et non pas de valeur. Là, on parle de marché. Parce que le prix, c'est le chiffre que le marché met sur l'actif. Donc, quand on parle de marché, on parle d'effets psychologiques pour la plupart du temps. Une résistance, graphiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire une ligne qui semble être un plafond de verre pour le cours de l'action, pour le prix de l'action, pas la valeur, pour le prix. Donc là, par exemple, ça c'est Netflix. Netflix, bien évidemment, ça c'est le graphique, il date de 2020. Euh, Elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse. Ça c'est un graphique journalier, hein, donc de 9 heures à midi. Elle monte, elle baisse, elle monte, elle baisse, donc ça stagne, mais ça ne veut pas dépasser 528. C'est un plafond. Et puis, de la même façon, ça baisse, ça monte, ça baisse. Ça ne veut pas dépasser par le bas 524. On appelle ça des résistances et des supports. Pourquoi je vous ai parlé de marché? Parce que là, graphiquement, ça veut dire ça. Mais le marché, pour le marché, c'est des phénomènes, qu'il a mémorisés. Pour le marché, 528, c'est le point où il se dit c'est trop cher, je vends. Et puis le support, il se dit ah là c'est une bonne opportunité. En fait, ces prix-là, enfin ces phénomènes-là, vous ne vous rendez pas compte, mais vous les utilisez aussi dehors. Par exemple, si vous avez une voiture, quand vous voyez du pétrole, quand vous voyez de l'essence à un prix vraiment bas, je sais pas, 1 euro quelque chose, 1 euro quelques centimes, vous vous dites, ah mais c'est une bonne affaire en fait. Je vais aller recharger et puis mettre le stock. Ben là, en fait, sans vous rendre compte, vous avez identifié un support et sur ce support-là, vous êtes prêt à acheter. Et de la même façon, supposons vous avez, je sais pas, supposons vous avez un appart que vous avez acheté pendant le Covid à des taux très bas, et puis bim, les prix ont explosé. À un certain moment, vous allez vous dire, ah bah, l'immobilier c'est un peu cher en ce moment, je pense que je vais vendre et puis me faire un petit peu d'argent et puis voilà. Sans vous en rendre compte, vous vous êtes rendu compte d'une résistance par rapport au prix au mètre carré par exemple dans votre ville. Vous dites, oh non mais c'est pas possible, là je suis à Grenoble, c'est 3500 le mètre carré, on est en plus en banlieue, c'est trop cher. Dans votre tête, c'est une résistance. Du coup, ça peut pas passer 3500. Donc là, on revient sur les phénomènes support-résistance. Ces supports-résistance sur un graphique peuvent être obliques parce que on avance dans le temps. Plus le temps passe, plus c'est normal, on va dire, de payer un petit peu plus cher ou moins cher, mais ça ne dépasse pas une certaine, comment dire, accélération. Donc ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, et le support, il tient. Et déjà, j'ai oublié de vous dire un truc, pour identifier un support, il faut 3 impacts minimum. Donc ça doit toucher une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. Et là, 4, 5, et puis presque 6. Ici, la même chose, regardez, 1, 2, 3, 4 et 5. Même chose, 1, 2, 3, pour identifier une résistance. Donc, 1, 2, 3, 4. La résistance et support peuvent être obliques de façon baissière aussi. Et pourquoi on parle de résistance et de support? Parce qu'un support comme une résistance, ils peuvent casser. Donc, si on casse le support, c'est-à-dire, supposons que vous êtes au quatrième, et vous cassez votre plancher. Enfin, vous pouvez le casser, mais supposons que vous cachez le bâti qui supporte votre plancher. Vous faites un trou par terre. Bah, vous tombez. C'est exactement ce qui arrive quand on casse un support. Si on casse un support franchement et qu'on clôture dessus, la probabilité pour qu'on baisse encore plus fortement violemment sur les séances prochaines est très haute. De la même façon, si on casse une résistance, un plafond de verre, si on le casse, on peut monter et explorer tout ce qu'il y a après, et puis voilà, comme si on regagnait notre liberté. Bah, du coup, c'est pour ça que, ici par exemple, ça, la résistance était elle-même un support, elle a été cassée, bim, on va chercher le prochain support, parce qu'on a plein. On vit dans une sorte de canal où il y a support-résistance, on casse la résistance, et puis là, ça part fort. Voilà. Donc, une fois qu'on comprend support-résistance, on combine ces deux concepts avec les configurations qu'on a fait avant. Ça nous donne, par exemple, la première figure, parce qu'on appelle ça des figures. Il y a plein de figures, on ne va pas tous les faire. On va faire les plus connus, on va dire. La première figure, c'est le double top ou le double bottom. En français, c'est le double haut ou le double bas. Double point haut ou double point bas. Supposons on a un cours de bourse qui évolue, qui fait sa vie. On a une résistance, un support. S'il touche 2 fois la résistance et qu'il ne veut toujours pas la casser, c'est que, bien évidemment, on ne parle pas sur un graphique journalier, on parle sur un graphique très long terme. C'est que
Supposons bien évidemment il touche 2 fois la résistance et qu'il casse le support, on peut considérer que il pourra faire une très forte baisse parce que comment on va lire tout ça? On va lire tout ça comme si il veut essayer de casser la résistance une première fois, il revient. Il veut casser la résistance une deuxième fois, il est encore rejeté. C'est que le marché ne veut pas en fait. Parce que s'il le voulait, il l'aurait fait à la deuxième ou troisième fois. Sauf qu'il n'y a pas de troisième fois parce qu'on a cassé le support. Et ben du coup là, peut-être que le marché, les gens, les gens qui comprennent pas tout ça, ils vont acheter et dire ah ça vient baisser, on va acheter. Bim, ils achètent, ça monte un petit peu. Sauf que le gros flux a validé la baisse. C'est-à-dire, on va monter, le support va devenir une résistance. Et bim, on va être rejeté et on va baisser très fort. Mais en fait, c'est comme ça qu'il faut lire les graphiques. De la même façon ici, on a un double bottom. C'est-à-dire, on casse la résistance qui était elle-même support, on baisse fortement, d'accord. On est soutenu par le premier support, par le prochain support, on monte un petit peu, on réussit pas à casser la résistance, on revient, on est encore supporté par le support, sauf que là on casse la résistance. On la casse, les gens qui étaient là en mode oh j'espère juste, ils avaient acheté plus haut, hein. Ils disent oh je veux juste récupérer mon PRU et je m'en débarrasse. Mais ces gens-là, ils vont faire débaisser l'action un tout petit peu, mais le gros flux a déjà validé la hausse. C'est-à-dire, dès qu'ils revendent, le flux va racheter très fort et puis ça part. Un exemple en live. IBX 35. Alors déjà, c'est quoi IBX 35? IBX 35, pour moi, c'est le marché espagnol. Attendez. IBX 35. Ouais, IBX 35, c'est la bourse espagnole, effectivement. La bourse espagnole, pardon. Ben voilà, là, c'est un graphique journalier, encore une fois, mais ça vaut sur toutes les sortes de graphiques. Ça fait sa vie, voilà, entre les 10 000 et puis les 10 775 à peu près, et 10 675. Voilà, ça vit sa life. Et puis bim, ça décroche fortement suite à une nouvelle ou je sais pas quoi. Là, c'est un gap. Boum. On est soutenu par une sorte de point. Ok, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On rachète. On monte même pas jusqu'ici. On redescend. On redescend. Le même point presque fait office de soutien. Et là, on marque un support. Sauf que là, on monte, 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 on monte. On s'arrête quelques fois pour respirer, on continue de monter. Et le point là qui a commencé la baisse, bah, on le dépasse. Bah là, c'est un micro signal d'achat. Peut-être que là, on va revenir avant de remonter, mais il y a une grande possibilité de faire une très grande hausse plus tard. Bien évidemment, quand c'est des programmes, enfin, quand c'est des graphes journaliers à la minute ou des trucs comme ça, c'est moins précis que des graphiques long terme, c'est-à-dire au moins journaliers. Parce que sur les minutes, 30 minutes, 15 minutes, 10 minutes, heures, tout ça, il y a beaucoup de robots de trading qui travaillent. Et ça, en fait, c'est une figure, c'est pas vraiment un double bottom, parce que le double bottom, on aurait remonté jusqu'ici avant de rebaisser pour remonter et casser la résistance. Là, c'est une tête-épaule inverse. C'est la prochaine figure qu'on va voir. C'est celle-ci. La vraie tête-épaule, c'est celle-ci. Donc, on voit une sorte de tête avec une épaule. C'est comme si on était comme ça. En fait, le cours, on va imaginer qu'il monte, il monte, il monte. On casse une ancienne résistance. Ok. On revient, on respire. La résistance qu'on a cassée devient support. Très bien. Tout ça, c'est haussier, ça nous fait plaisir. Sauf que là, il y a un événement et puis on baisse. Le support qui était avant une résistance nous soutient. On remonte. Sauf qu'on remonte bizarrement jusqu'à l'ancien repère où on avait baissé. Donc là, ça va commencer à devenir une sorte de nouvelle résistance. Donc on monte, bim, on touche et on rebaisse. Et en plus, on la casse. Ben en fait, quand on fait cette sorte de figure, quand on casse, c'est comme pour le double bottom ou le double top, il y a toujours une sorte de mini correction, mais la probabilité de baisse est très très violente. Pour la tête épaule inversée, c'est-à-dire la même chose mais en inverse, on baisse, on est soutenu par une sorte de point, on monte jusqu'à ce qu'on revienne toucher le support qu'on avait cassé, il devient comme une sorte de résistance, on baisse fort suite à une nouvelle, on remonte jusqu'au point qu'on avait rejoint, on rebaisse vite fait, bizarrement, jusqu'au point qui nous avait soutenu avant, donc l'épaule, le nouveau support qui va marquer l'épaule, et là, si jamais on casse le point qu'on avait cassé avant pour marquer les deux épaules, bah là, comment dire, ça ouvre les portes à une forte hausse. Et la hausse, pour les traders qui en font leur métier,
L'objectif, c'est la taille de la tête. Bien évidemment, il faut juste faire attention et ne pas utiliser ça pour acheter ou vendre des actions. Par exemple, quand vous voyez que votre action a cassé un support et que ce support est devenu une résistance, attendez de voir si elle est soutenue par le support au moins 2 fois. Si elle est soutenue au moins 2 fois, voire 3 fois, vous pourrez acheter sur la prochaine fois qu'elle tape le support, parce que vous savez qu'elle va rebondir et puis vous bénéficierez d'un prix plus bas. Même chose quand c'est en oblique. Attendez, si vous êtes là, par exemple, si vous êtes entré là, attendez d'acheter ici, de revendre ici, et vous savez que ça va rebaisser, donc quand ça rebaisse, vous rachetez moins cher. Quand c'est des trucs que vous voulez acheter, revendre, pas des convictions qui dépendent beaucoup de la géopolitique et de certaines nouvelles, plein de choses. Par exemple, Total, on peut la trader comme ça. Elle a des supports, des résistances bien connus, mais elle fait le yo-yo parce qu'elle dépend de l'énergie tout le temps. Donc, faut mettre limite 2 graphiques, Total et le pétrole, et même le gaz, si on veut. Et puis combiner les trois. À chaque fois, quand le pétrole monte, on sait que Total va monter. Quel est le support, quelle est la résistance. Bref, les robots de trading font ça. Mais nous, on fait pas de trading, on fait de l'investissement. Et croyez-moi, on peut faire beaucoup d'argent. J'ai fait beaucoup d'argent avec de l'investissement normal, avec de l'analyse fondamentale, de l'analyse informative. Je lis sur l'entreprise, j'écoute le PDG parler, je lis les rapports financiers, je m'informe, je suis les news sur Twitter, je fais un petit peu de recherche, l'intelligence artificielle, plein de trucs. Ça, plus un tout petit peu d'informations et de connaissances graphiques, et puis ça fait le taf. Mais voilà, pour tous les intéressés, une vidéo dédiée aux graphiques. Comme ça, vous pourrez un petit peu, au moins, avoir les bases. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire tout point que vous auriez pas compris ou toute question. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et puis, soutenez-moi dans mon travail, messieurs. Bon week-end et à bientôt.